Paris connaît une transformation silencieuse mais profonde, qui se déroule loin du regard quotidien. Pendant des années, le Grand Paris Express a été perçu comme un chantier sans fin, un projet trop vaste pour tenir dans un calendrier. Mais en 2026, ce paysage commence à changer. Pour la première fois, de nouvelles lignes quittent officiellement le statut de chantier et entrent dans la phase la plus délicate de tout le projet, l'exploitation réelle. L'inauguration de la ligne 18 symbolise ce tournant, tandis que d'autres lignes s'en rapprochent à leur tour en 2026. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi 2026 marque le début opérationnel du Grand Paris Express avec un panorama complet des travaux et des dates clés. Le Grand Paris Express apparaît comme une réponse à un déséquilibre historique de la région parisienne qui, pendant des décennies, a concentré les infrastructures lourdes au centre, tandis que la périphérie connaissait une croissance de sa population, de ses emplois et de ses équipements urbains sans bénéficier de connexions équivalentes. Le projet rompt avec la logique radiale traditionnelle et introduit un réseau pensé pour relier les territoires entre eux en connectant pôles d'emploi, universités, hôpitaux, zones logistiques et aéroports, sans imposer un passage par le cœur de Paris. Ce choix redéfinit l'échelle du projet, car il ne s'agit pas de prolonger des lignes existantes, mais de mettre en place un système parallèle, automatique dès l'origine, capable de fonctionner avec des intervalles courts, une forte régularité et une intégration complète avec le métro, le RER et les réseaux de bus. L'impact urbain de cette décision est profond, puisque chaque nouvelle station agit comme un point de redistribution des flux et de recomposition de son environnement, modifiant les schémas de mobilité, l'usage du sol et la planification régionale. L'ampleur du projet dépasse largement la simple extension physique des tunnels et des stations, car elle implique la création d'une véritable infrastructure métropolitaine souterraine dans des zones densément occupées, soumises à de fortes contraintes géotechniques, à l'interférence de réseaux existants et à des exigences de sécurité élevées. L'automatisation intégrale des trains n'apparaît pas comme un élément secondaire, mais comme la base technique qui permet à un réseau de grande taille de fonctionner sans multiplier les coûts d'exploitation et sans dépendre de la variabilité humaine. Le Grand Paris Express est ainsi conçu comme un système destiné à fonctionner comme un ensemble cohérent dans lequel chaque ligne, chaque station et chaque connexion doivent respecter des standards rigoureux afin de garantir une fiabilité à l'échelle régionale. Le parcours du projet permet de comprendre pourquoi la phase finale est la plus sensible. Avant même que le moindre tunnel ne soit creusé, une longue période de consolidation institutionnelle et d'études techniques a été nécessaire, au cours de laquelle des propositions concurrentes ont été harmonisées, et le sous-sol de la région a été cartographié en détail grâce à des milliers de sondages. Ce travail invisible a permis de définir les tracés, les profondeurs, les méthodes constructives et les stratégies de maîtrise des risques, créant ainsi les conditions nécessaires à l'entrée en scène des grands fronts de chantier. Une fois les installations de chantier mises en place, sont venus les puits, les structures de stations, puis les tunneliers, chargés de creuser des kilomètres de galeries et de poser, presque en continu, les anneaux de béton qui constituent les tunnels définitifs. Cette phase a marqué la période la plus spectaculaire du projet, tant par les volumes de matériaux déplacés que par la complexité des excavations profondes réalisées sous une métropole en pleine activité. L'avancement du génie civil ne met toutefois pas fin au processus, il ouvre simplement la voie à l'étape la plus critique. Une fois le béton achevé, débute la phase des systèmes, durant laquelle les rails sont posés, les sous-stations mises sous tension, les câbles déployés et les équipements d'automatisation installés au sein d'un réseau qui doit fonctionner de manière intégrée dès le premier jour. C'est à ce moment que le calendrier devient plus contraignant, car chaque sous-système dépend des autres pour progresser et parce que les essais exigent répétition, redondance et validation continue. La chronologie du Grand Paris Express montre que l'intervalle entre la fin des excavations et l'ouverture au public n'est pas un simple détail administratif, mais une exigence technique propre à un métro automatique de grande capacité. Les mises en service déjà réalisées permettent de clarifier cette dynamique. Les prolongements récents de la ligne 14 servent de preuve concrète que le modèle opérationnel retenu est viable et robuste en offrant des stations modernes, une intégration efficace et une exploitation automatique fiable dans des environnements de très forte demande. En janvier 2026, le Grand Paris Express entre dans une phase totalement différente de celle qui a marqué les années précédentes de construction lourde. Le projet est désormais moins piloté par l'avancement physique visible que par la logique opérationnelle qui détermine le moment où une ligne peut réellement accueillir des passagers.
Ce basculement est décisif, car la majorité des excavations, des structures et des stations est déjà achevée ou très proche de l'être, et le centre de gravité technique se déplace vers l'intégration des systèmes, les campagnes d'essais prolongées et les procédures de validation de la sécurité. Le réseau cesse alors d'être un ensemble de chantiers menés en parallèle pour être traité comme un système unique dans lequel la performance du tronçon le plus en retard conditionne le calendrier de l'ensemble des autres. La ligne 18 se situe au cœur de cette transition, car elle est la première nouvelle ligne complète à s'acheminer concrètement vers une ouverture au public. À l'heure actuelle, le corridor Massy-Palaiseau jusqu'à Christ de Saclay se trouve dans une phase avancée d'équipement, avec le génie civil désormais stabilisé et des efforts concentrés sur l'installation et le réglage fin des systèmes ferroviaires. Les rails, l'alimentation électrique, la signalisation automatique et les télécommunications entrent dans des cycles successifs d'essais, d'abord de manière isolée, puis de façon intégrée, en simulant des scénarios d'exploitation continue, des interruptions contrôlées et des réponses à des situations de défaillance. Le défi technique ne réside plus dans l'acte de construire, mais dans la démonstration répétée que l'ensemble fonctionne de manière prévisible et stable, condition indispensable pour qu'un métro automatique puisse opérer en toute sécurité dès le premier jour. La singularité de la ligne 18 renforce encore cette complexité. Contrairement à la majeure partie du réseau parisien, elle combine des sections souterraines avec un long segment en viaduc, ce qui impose des solutions spécifiques pour les transitions de voies, le contrôle des vibrations, le bruit, les dilatations structurelles et les opérations de maintenance. Aujourd'hui, cette section aérienne est déjà définie sur le plan structurel et commence à être traitée comme une composante à part entière du système ferroviaire, avec un accent mis sur les essais dynamiques et le comportement en conditions d'exploitation réelles. Cette configuration transforme la ligne en une véritable vitrine technique du Grand Paris Express, car elle concentre sur quelques kilomètres la quasi-totalité des défis que le projet devra affronter à plus grande échelle dans les années suivantes. Pendant que la ligne 18 se prépare à l'inauguration, la ligne 15 Sud cristallise les tensions du calendrier. En janvier 2026, les tunnels et les stations le long de l'axe Pont de Sèvres jusqu'à Noisy-Champs sont à un stade avancé, mais la ligne reste dépendante de l'achèvement d'une chaîne complexe de systèmes pour pouvoir entrer en service. En tant que grand arc circulaire, la ligne 15 Sud doit fonctionner de manière extrêmement coordonnée avec le reste du réseau, en absorbant des flux transversaux et en redistribuant les passagers sans créer de nouveaux goulets d'étranglement. Cela élève considérablement le niveau d'exigence des essais d'automatisation, de la synchronisation de la signalisation et de l'intégration avec les centres de contrôle, rendant cette phase finale plus longue et plus sensible que la construction du génie civil elle-même. En janvier 2026, la ligne 15 Sud ne fait plus face à des obstacles géotechniques ou structurels majeurs, mais à des défis liés à la fiabilité du système dans son ensemble. L'automatisation intégrale impose l'accumulation de milliers d'heures d'essais afin de valider les intervalles, la précision des arrêts, l'ouverture synchronisée des portes et les réponses à des événements anormaux. Chaque station doit être pleinement intégrée au système de ventilation, d'alimentation énergétique, d'évacuation et de communication, et tout retard sur l'un de ces éléments a un impact direct sur le calendrier d'ouverture. Ainsi, même avec une infrastructure quasiment achevée, la ligne ne peut pas encore être ouverte au public, ce qui renforce l'idée que la phase finale est la plus rigoureuse de l'ensemble du projet. Les lignes 16 et 17, bien qu'elles ne soient pas inaugurées en 2026, entrent elles aussi dans ce même régime technique à partir de janvier de cette année-là. Toutes deux progressent vers une étape où la priorité cesse d'être l'avancement physique pour devenir la préparation à l'exploitation future selon une logique comparable à celle de la ligne 15 Sud. La ligne 16, destinée à desservir des zones densément peuplées du nord-est parisien, doit garantir une intégration fluide avec des nœuds stratégiques du réseau, tandis que la ligne 17, à vocation aéroportuaire, fait face à des exigences supplémentaires en matière de régularité, de fiabilité et de gestion des pics de demande. Ces lignes s'alignent ainsi sur le rythme imposé par l'exploitation automatique, entrant dans des cycles d'essais qui préparent le terrain aux ouvertures prévues à partir de 2027. L'ingénierie du Grand Paris Express, à partir de ce stade, est dominée par la cohabitation avec une métropole en pleine activité, où chaque mètre creusé et chaque station construite ont dû composer avec un sous-sol saturé de fondations, de réseaux techniques, de tunnels anciens et de nappes phréatiques sensibles.
Les méthodes constructives retenues ont privilégié un contrôle strict des tassements, une étanchéité permanente et une exécution par phase, afin de ne pas compromettre les bâtiments historiques, les hôpitaux et les infrastructures stratégiques. Les stations ont cessé d'être de simples quais pour devenir de véritables volumes techniques complexes, intégrant des niveaux superposés, des espaces de ventilation, des locaux électriques, des cheminements d'évacuation et des connexions conçues pour absorber des flux élevés dès le premier jour d'exploitation. Dans ce contexte, le tronçon aérien de la ligne 18 constitue une rupture avec le modèle traditionnel du métro parisien et devient un élément singulier du projet. Le choix du viaduc n'a pas été dicté par une logique esthétique, mais par des considérations fonctionnelles, permettant de traverser les espaces ouverts du plateau de Saclay avec une emprise au sol réduite et une vitesse d'exécution accrue. Cette option a exigé des solutions d'ingénierie spécifiques avec des piles espacées, des poutres de grande portée et un contrôle rigoureux des déformations, du bruit et des vibrations. La transition entre les sections aériennes et souterraines est devenue l'un des points les plus sensibles de la ligne, car elle concentre des efforts structurels importants, des changements de géométrie de la voie et des adaptations des systèmes de drainage et de maintenance. L'étape suivante, moins visible mais décisive, est l'intégration des systèmes qui permettent au métro de fonctionner en exploitation automatique. La signalisation, le contrôle du trafic, les télécommunications, l'alimentation électrique et la supervision centralisée doivent agir comme un seul organisme, capable de réagir à des défaillances sans intervention humaine directe. Cette phase repose sur des campagnes d'essais longues, répétitives et cumulatives, au cours desquelles chaque sous-système est d'abord validé isolément, puis en interaction avec les autres, en simulant des situations extrêmes, des coupures d'énergie, des pertes de communication et des scénarios d'évacuation. Le temps requis pour cette validation n'est pas négociable, car il conditionne le niveau de sécurité et de fiabilité du réseau pour plusieurs décennies. Les difficultés techniques propres à cette phase expliquent pourquoi le projet a dû composer avec des révisions de calendrier. L'automatisation intégrale impose une précision absolue des arrêts, une synchronisation parfaite avec les portes palières, une stabilité énergétique constante et une communication continue avec les centres de contrôle. Le moindre décalage contraint à reprendre des cycles complets d'essais, même lorsque l'infrastructure physique paraît achevée. Cette logique affecte particulièrement la ligne 15 Sud qui, en raison de son tracé circulaire et de son haut niveau d'interconnexion, dépend du fonctionnement harmonieux d'un grand nombre de stations et d'interfaces pour pouvoir entrer en service sans créer de nouveaux points de congestion. Les perspectives pour la période comprise entre 2026 et le début de 2027 reflètent pleinement cette réalité technique. L'ouverture du premier tronçon de la ligne 18 constitue un jalon à la fois symbolique et opérationnel en inaugurant une nouvelle génération de métros parisiens et en validant à l'échelle réelle les choix d'ingénierie du projet. Parallèlement, la ligne 15 Sud progresse vers sa mise en service en consolidant les essais et les ajustements nécessaires pour préparer le réseau à absorber d'importants flux transversaux. Les lignes 16 et 17 suivent la même trajectoire, en alignant leur calendrier sur la logique d'intégration et de certification qui commence à dicter le rythme de l'ensemble. L'impact urbain de cette première phase d'exploitation commence à se faire sentir avant même que le réseau ne soit entièrement achevé. De nouveaux schémas de déplacement émergent, des territoires jusqu'alors isolés bénéficient de liaisons directes et la dépendance à l'automobile commence à reculer dans des pôles stratégiques. Le Grand Paris Express influence progressivement les décisions d'aménagement urbain, les investissements immobiliers et la réorganisation des réseaux de bus, produisant un effet en chaîne qui dépasse largement la seule question du transport. Et vous, que pensez-vous de l'ouverture progressive d'un système de cette ampleur, malgré des retards techniques inévitables ? Dites-le en commentaire. Vous êtes sur la chaîne La Grande Construction. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.